Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. C'est un livre jubilatoire dont nous allons parler aujourd'hui avec son auteur, Charb. Charb est directeur de la publication de Charlie Hebdo, l'un des tout rares journaux français à tirer avec humour et à boulet rouge sur toutes les religions sans exception. Ainsi, par dérision, Charb a intitulé son livre « Les fatwas de Charb, petit traité d'intolérance ». Ce sont bien sûr des fatwas pour rire, pas des qui tuent. L'auteur s'écrit « Mort à la mozzarella »,« Mort aux parents d'élèves »,« Mort aux valises à roulettes » ou encore « Mort aux truffes ». Et il conclut chaque chapitre par un « Amen », anathème tout chrétien, après avoir énoncé une sentence impitoyable, définitive et grotesque concernant le sujet abordé. Si l'on ne connaît pas Charb et son œuvre, on pourrait penser qu'il s'agit là de l'ouvrage d'un éditorialiste parisien mondain qui se serait payé un petit moment d'amusement badin en croquant gentiment les travers de ses concitoyens. Ce n'est pas cela. Mais alors pas du tout. Tenez, à propos des couples avec enfants, Charb termine par ceci, je cite. « Je crois que vous en serez d'accord, il faut stériliser de force vos meilleurs amis en les plongeant dans le bain-marie destiné à réchauffer les biberons. Amen. » Le ton est donné. Charb, merci d'être avec nous. Merci. Bonjour. Bonjour. Ce qu'on vient d'évoquer là, c'est finalement de l'intolérance portée à son paroxysme. On répète aujourd'hui que la tolérance est une vertu cardinale. En quoi l'intolérance est-elle indispensable et presque, je dirais, de salubrité publique? C'est bien que chacun, déjà, reconnaisse qu'il est le plus intolérant de la Terre. L'intolérance, je crois, c'est pas une qualité, mais en tout cas, c'est un trait de caractère qui est partagé, qui est le plus partagé au monde par le plus de gens. Et on fait semblant, dans la vie quotidienne, d'être tolérant avec tout le monde, de tout tolérer, et on se ment à soi-même et on ment aux autres. Alors qu'il suffirait de dire la vérité, tout simplement et gentiment, pour que le dialogue s'établisse. Et on peut discuter avec des gens qui sont radicalement pas d'accord avec vous, qui sont radicalement vos ennemis éventuellement, en tout cas vos ennemis dans le cadre démocratique d'un débat démocratique. Mais est-ce que la tolérance, ça ne veut pas dire le règne du tout et n'importe quoi, c'est-à-dire tout se vaut, le vert égale le rouge Oui, la tolérance, c'est aussi le mépris, c'est-à-dire je tolère, c'est-à-dire je regarde pas, je m'intéresse pas à ce que tu es, à ce que tu dis, je tolère, mais je regarde ailleurs. Donc, au moins quand on interpelle et quand il y a du débat, enfin nous, à Charlie Hebdo, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on voudrait avoir en face de nous, des gens prêts à débattre et uniquement à débattre. Et ça se fait de plus en plus rare parce que la bien-pensance voudrait que tout le monde s'ignore, quoi. Et on appelle ça de la tolérance. Alors justement, on prend l'exemple de la mozzarella dont vous dites ça n'a aucun goût, c'est comme du plastique. Et finalement, vous dites... c'est comme si on voulait une société sans saveur, et en plus, comme personne ne conteste cela, c'est une société sans conflit, où personne ne s'engueule. Oui, c'est ça. L'exemple de... de toute façon, en introduction, vous l'avez très bien dit, c'est que je débusque, enfin, en tout cas, j'essaye de débusquer le grotesque, et aussi l'obligatoire. C'est-à-dire que la mozzarella a le goût de rien, et du coup... on estime, ou en tout cas des gens pensent pour nous, qu'on peut la partager avec tout le monde, puisque ça n'a le goût de rien. Il n'y aura pas de conflit sur la mozzarella, puisque tout le monde... il peut y avoir des différences de goût, mais comme il n'y en aura aucun, tout le monde peut se mettre d'accord sur ce néant, quoi. Et c'est juste un exemple avec la mozzarella, mais c'est un peu, il y a plein d'autres exemples. Et puis ce qui est insupportable aussi, c'est l'obligatoire, c'est-à-dire que tout ce qui est obligatoire, par exemple l'amour du champagne, dans les soirées, il faut toujours venir avec une bouteille de champagne, même si on n'aime pas le champagne, et on fait semblant de se réjouir parce qu'il y a du champagne, et tout le monde est obligé de boire du champagne. Et vous avez un terme, enfin une expression très jolie et qui est politique en même temps. Vous dites qu'il s'agit là des milices du bonheur obligatoire. Oui. Il y a des habitudes, on essaye de nous confiner dans des habitudes, dans des réflexes automatiques, et on ne pense même plus à prendre le temps de réfléchir à ce qu'on aime vraiment. C'est dommage. Alors il y a un autre exemple, c'est d'ailleurs par cela que le livre commence, c'est l'exemple de l'employé des motocrottes, c'est-à-dire ces engins qui permettent de ramasser les déchets canins dans la ville. Et vous dites au fond, avec cet appareillage et puis cette trombe en plastique qui ramasse donc les déchets, cet employé se croit au firmament de ses capacités et
moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que d'habitude, on a du respect pour le prolétaire ou pour l'ouvrier, même si on en a, même si on fait semblant, le patron fait semblant d'avoir du respect. Là, vous dites finalement, c'est un aliéné comme un autre. Oui, bien sûr, mais c'est surtout que on essaye de flatter les gens avec des choses tellement dérisoires, tellement ridicules, qu'en fait, on les humilie. Mm. Il y avait d'autres exemples comme ça, enfin, c'est un tout petit détail, et je m'attache vraiment au tout petit détail pour m'énerver de manière disproportionnée, mais il y avait aussi les uniformes des contractuels dans Paris. De plus en plus, l'uniforme des contractuels ressemble à celui des policiers. Bon, alors, celui des policiers n'est pas formidable, c'est pas super beau comme uniforme, mais en tout cas, il est relativement bien taillé. Les gens ont des uniformes à leur taille quand ils sont policiers. Or, quand ils sont contractuels, ce qui est une espèce de sous-policier, les uniformes sont totalement mal taillés, les gens n'ont pas les manches qui arrivent au bon endroit, ils ont les épaulettes sur les coudes, et c'est ce genre de choses aussi. On humilie les gens en essayant on leur fait croire qu'ils ont des responsabilités, qu'ils vont être bien vus, qu'ils vont être l'équivalent de quelque chose d'intéressant pour tout le monde, et en fait, on les humilie en les habillant comme des pingouins. Vous écrivez aussi, les parents d'élèves, là aussi ça m'a frappé, détruisent l'institution scolaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois la discipline, mais avoir à la fois leur mot à dire. Oui, et puis, enfin, surtout ce qui est agaçant, c'est que des parents d'élèves, ils viennent de milieux différents, bon, ils viennent de partout évidemment, mais tous ont cette capacité à pouvoir établir les programmes scolaires. Enfin, en tout cas, ils se sentent investis du pouvoir équivalent à celui des profs, alors que bon, ils n'ont pas forcément les capacités pour ça. Et surtout, qu'est-ce qui leur donne ce diplôme entre guillemets? C'est le fait de pouvoir faire des gosses. Or, excusez-moi, mais c'est donné à peu près à tout le monde de pouvoir faire des gosses. Et je pense que moins il y aura de parents d'élèves à l'école, mieux l'école se portera. Euh, le... Il y a quelques moments où on vous sent nostalgique, nostalgique d'un passé. Quand vous dites, par exemple, je vous cite, c'est la loi du moindre effort, l'escalator plutôt que l'escalier, le taxi plutôt que le vélo, le sextoy plutôt que la branlette. J'ai envie de vous demander, il y avait un âge d'or avant? Il y avait quelque chose comme ça, comme Non, une sorte de... Vous voudriez un retour aux sources, non, au pas du tout. terroir, Non, à la non, terre? pas du tout, du tout. Non, non, c'est vraiment, j'exagère. Et quand c'est sous-titré Petit traité d'intolérance, je me mets moi-même dans la peau d'un intolérant. Et c'est autant une caricature des cibles que je vise qu'une caricature de l'auteur et des intolérants que nous sommes tous. C'est-à-dire que je me débusque aussi et je révèle aussi ma part d'intolérance et ma part de bêtise en la caricaturant et en allant à l'extrême comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la caricature, au fond? Est-ce qu'elle a toujours le pouvoir de frapper beaucoup plus que, on va dire, le langage tempéré? Oui, sauf que enfin, les gens sont de moins en moins réceptifs. Enfin, j'ai l'impression Ouais. à la caricature, et c'est très très difficile de jongler avec le second degré dans un monde où tout est pris au premier degré. Et aussi bien en dessin, alors en dessin on est confronté à ça régulièrement à Charlie Hebdo, mais en texte aussi, c'est-à-dire que j'ai forcé le trait énormément dans ces textes-là pour qu'on réalise bien qu'il s'agit de caricature. Or, quand ces textes ont été publiés certains d'entre eux ont été publiés dans Charlie Hebdo, j'ai reçu du courrier, bon, du courrier de lecteur comme d'habitude, mais certaines personnes étaient outrées par la violence du propos. Et Même des habitués de Charlie Oui, oui, Hebdo? oui, certains, mais alors sur des sujets qui les concernent eux particulièrement. C'est-à-dire une des fatwas, entre guillemets, qui a déclenché le plus d'hystérie, c'est sur les surfeurs. Et alors, c'est pas forcément les lecteurs de Charlie Hebdo, mais comme ça a été relayé par des journaux de surf, les journaux de surf ont dit regardez ce qu'on pense des surfeurs dans Charlie Hebdo. Et les gens qui ont lu ça ont pris ça au premier degré. Ils ont réellement pensé que je voulais tuer tous les surfeurs et qu'une fatwa, bah, c'était une vraie fatwa. Enfin, c'était une fatwa, un décret religieux qui est. Et en voyant fatwa, j'ai fait exprès de titrer fatwa parce que c'est tellement énorme que il y a un tel décalage entre le titre et le propos que je me suis dit tout le monde va se rendre compte qu'il s'agit de caricature. Eh ben non, pas forcément. Pareil pour Brassens, par exemple, j'ai fait une fatwa Oui. contre Brassens, Oui. mais là pour le coup il y a des lecteurs de Charlie qui adorent Brassens et qui m'ont écrit des lettres d'insultes en disant mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que tu veuilles tuer Brassens? Et alors, je leur ai signalé qu'il était déjà mort, donc c'était bon, Ce qui il n'y avait était pas plutôt grand-chose à faire. pratique. Bon, alors on en arrive au moment où Pan, je vous pose la question un peu qui attaque le disque dur. Est-ce que vous diriez, comme le disait en son temps Roland Barthes, que ces représentations collectives sont finalement les outils idéologiques de la bourgeoisie?
Oui, Barthes l'a dit et le dit beaucoup plus, beaucoup mieux et beaucoup plus sérieusement que moi. Mais oui, évidemment, oui, bien sûr. Ça veut dire que ça se reproduit, qu'il n'y a pas, il n'y a pas de moment de rupture, il n'y a pas de moment où l'on peut effacer cette gangue ou en sortir. Non, je pense qu'on est un peu englué là-dedans. Enfin, l'autre exemple aussi, c'est les dictons populaires Mhm. qui se transmettent sur des générations. Et on est toujours dans. C'est toujours les dictons enfin, ces dictons qui font la loi oui, la loi dans nos vies. Et qu'est-ce Euh, qu'ils ont, ces dictons, justement, de nocifs, de C'est-à-dire manière intrinsèque? qu'ils ont déjà été digérés, mâchés, Mhm. ça n'a plus, à la limite, ça n'a plus aucun sens. Là, pour le coup, ce sont vraiment des décrets religieux qu'on applique sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière, pourquoi ils ont été prononcés. C'est des phrases toutes faites, oui, pour le coup, c'est des fatwas qui nous obligent à rester englués dans le passé, quoi. Enfin, dans cette espèce d'éternité de lieu commun, de bêtises. Et il faut surtout pas réfléchir, quoi. Oui. Merci Charb, merci Merci à vous. infiniment. Je remontre le livre, donc Les fatwas de Charb, petit traité d'intolérance, Les échappés Charlie Hebdo. Charb, dont je rappelle, pour être tout à fait sérieux, qu'il est toujours sous protection policière suite à l'affaire des caricatures de Mahomet. Ça se passe malheureusement en France, c'est en 2014. Merci de votre attention et à très bientôt.